Bonjour et bienvenue dans l'entretien de l'intelligence économique, l'émission consacrée aux acteurs de la mondialisation. Mark Zuckerberg a-t-il créé un golem, un monstre qui lui échappe totalement? Je veux bien évidemment parler de Facebook. Simple et innocent réseau social mondial avec plus de 2 milliards d'abonnés ou machine à transformer nos cerveaux en bouillie et même à violer notre vie intime. Après les scandales qui ont émaillé la vie de Facebook ces dernières années, il est légitime de s'interroger sur la vision de son fondateur. Dans la tête de Mark Zuckerberg, c'est le titre de l'ouvrage que vient de publier mon invité aux éditions Actes Sud. Julien Lebotte est journaliste, auteur-réalisateur et spécialiste des questions numériques. Bonjour Julien Lebotte. Bonjour. Allez, après cette enquête, vous avez une petite idée de ce qu'il y a dans la tête de Mark Zuckerberg? Alors ça m'a pris beaucoup de temps pour réussir à comprendre et à tirer toutes les ficelles. Ce qui est sûr, c'est que l'enjeu de ce livre, c'est notamment d'enlever toute la gangue de relations publiques, etc., pour revenir un peu au personnage. Et pour ce faire, je me suis amusé puisque j'ai pris en fait l'ensemble de ces déclarations publiques sur 15 ans pour essayer en fait de retrouver les concepts clés, les convictions, etc., et les confronter aux faits. Alors franchement, ça démarre mal, parce que vous publiez en effet un certain nombre d'échanges, de messages qu'il a eu très jeune quand il était à Harvard, et où il a récupéré un certain nombre d'adresses mail, et il utilise des mots assez francs pour dire qu'il a réussi à piquer des adresses mail. Donc on sent le cynisme quand même dès le début du personnage. Vous dites franc, je dirais plutôt brutal. Ouais. Il faut avouer que le début de Facebook, c'était quand même assez brutal. Je reviens sur ces soirées avec ce qu'on appelait les beer pong, des jeux où en fait, à la fois en buvant de la bière, ils envoyaient des lignes de code pour faire avancer la plateforme et la développer. On a eu affaire à quelqu'un qui, en fin de semaine, criait à ses équipes « Domination ». Donc vraiment, cette idée selon laquelle il fallait absolument que Facebook s'impose. Et puis, il faut revenir sur le slogan de Facebook, en tout cas initial, qui était Move Fast and Break Things, c'est-à-dire l'idée selon laquelle il faut aller le plus vite possible, quitte à tout péter, mais en tout cas, il fallait absolument imposer Facebook dans les usages. Donc il sait ce qu'il fait dès le début, dès qu'il est étudiant à Harvard. Alors je crois qu'il sait ce qu'il fait sans mesurer les conséquences que peut avoir une telle plateforme sur la vie de nos démocraties. Et aujourd'hui, en fait, 15 ans après, je pense qu'il faut prendre en compte le fait que sa créature, comme vous le disiez d'ailleurs en intro, sa créature, en fait, elle lui a échappé. Alors, vous disiez il fallait dominer. Vous montrez bien dans ce livre que son héros, c'est Bill Gates, qui aussi a voulu dominer jusqu'aux années 90, où l'administration américaine a essayé de casser cette domination. C'est ce qui est fascinant d'ailleurs dans cette enquête que j'ai pu réaliser, c'est de se rendre compte que pendant très longtemps, on a fait un grand innovateur, un homme qui avait réinventé à la fois la politique, la vie de nos démocraties, qui avait initié le printemps arabe, alors que lui, en fait, son chef, son maître, son dieu, c'est Bill Gates. Et Bill Gates, c'est vrai qu'il faut revenir sur ce personnage qui... Une génération de différence quand même. Une génération de différence. Une certaine vision de l'informatique, un côté très businessman qui l'a conduit aussi à avoir des problèmes avec les autorités en matière de monopole. Donc, en fait, on n'a pas affaire à un hacker, à quelqu'un qui était venu en Californie pour révolutionner la société, quelqu'un, au contraire, qui est vraiment inspiré, qui adore Bill Gates, parce que Bill Gates a imposé sa solution sur tous les bureaux, sur tous les PC du monde entier. Vous dites qu'on n'a pas affaire à un hacker, mais dès le début, quand même, il sait qu'il est en train de violer l'intimité des gens. D'abord, ça démarre comme ça. Il pique des photos des serveurs de Harvard. Ça démarre comme ça. Il est hacker quand même. Alors, il n'est pas hacker au sens de l'éthique hacker. En fait, ce qu'on pourrait appeler la contre-culture californienne. On va se réinventer, on va réinventer la vie et émanciper les individus avec l'informatique. Non, il est pirate au sens où il veut passer en force. C'est-à-dire que s'il faut télécharger, briser, forcer les gens via les petits trucs de design à publier des photos, à partager leurs adresses, à faire connaître leurs convictions, ça oui, il est prêt à le faire. D'ailleurs, il faut retenir, et c'est ce qu'on voit dans ce livre, qu'il est passionné aussi bien par l'informatique que par la psychologie. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui s'intéresse à ce qu'on pourrait appeler l'ingénierie sociale, la façon dont on peut gérer, détourner les comportements. Donc il a beau dire aujourd'hui que c'est le représentant de la liberté d'expression, il faut avouer qu'une de ses convictions, c'était de réussir un peu à faire bouger, à manipuler, à s'approprier... À dire tout simplement que la vie privée n'existe plus. Il dit même que si on a une vie professionnelle, une vie en famille, une vie avec des amis, on serait complètement schizo et qu'on ne serait pas intègre. Ouais, il appelle ça la transparence radicale et l'intégrité de la personne, c'est-à-dire c'est l'idée selon laquelle en fait on est un bloc, comme si on n'avait pas le droit d'avoir petit secret de part maudite. Et puis on sait bien aussi les identités plurielles, tout exactement. Simplement. Parfois au bureau on est comme ci, à la maison on est comme ça, et avec les amis on est encore autrement. Donc lui il veut violer ça.
Il a voulu, en tout cas, il est aujourd'hui en train d'essayer de mettre un peu d'eau dans son vin, de ménager la chèvre et le chou. Il dit, attention, à côté de la place publique, il y a aussi le salon. Donc, il reconnaît le fait que tout n'a pas vocation à être 100% public, mais il ne le reconnaît qu'à demi-mot. Puis, le modèle économique de l'entreprise reste le fait de cibler les individus sur la base de ce qu'on peut savoir d'eux. Et donc, pour ce faire, il faut les épier, il faut les surveiller en permanence. Sauf que lui, il se protège très bien. Vous me dites qu'il a un certain nombre de maisons. Il rachète même les maisons autour de sa maison pour être sûr d'être tranquille. Donc évidemment, ça s'impose aux autres, mais pas à lui. Il a une vision à géométrie variable de la vie très privée. clairement. Et il a su très bien protéger sa vie privée, comme vous le dites. Ce qui est au cœur de ce livre, c'est la question, est-ce qu'il est naïf ou cynique? Est-ce que vous arrivez aujourd'hui à y répondre à cette question? Pour être capable de développer une telle plateforme et une telle entreprise, il faut une part de cynisme sans doute. Après, je pense qu'il y a chez lui une sorte de conviction, et c'est là où c'est aussi intéressant de revenir sur 15 ans de trajectoire. C'est quelqu'un qui pense vraiment que l'humanité a besoin de la technologie pour passer de nouveaux caps, pour, par exemple, installer la démocratie partout dans le monde, pour surmonter le réchauffement climatique. C'est quelqu'un qui pense que la technologie en soi est une bonne chose. Ouais, mais en même temps, vous montrez très bien dans ce livre qu'il n'a pas franchement de culture générale, quoi. Je dirais qu'il a commencé en étant très bon élève. Pas. Il a été quand même très bon élève. Il est passionné par l'histoire romaine. C'est Auguste, son grand héros. Exactement. Mais en revanche, j'ai envie de dire que passé le fait qu'il ait quitté Harvard au bout de 2 ans, c'est vrai qu'il a été monomaniaque de son entreprise et il a une vision effectivement un peu courte des conséquences, encore une fois, des technologies. Et c'est ce que d'ailleurs beaucoup de gens lui reprochent, c'est de dire, en fait, vous avez raison de dire que la technologie a sans doute des choses à nous apporter. Il ne s'agit pas de dire que la technologie est en soi une mauvaise chose. En revanche, il faut réfléchir à, on va dire, la façon dont les technologies s'intègrent à nos vies. Et elles ne sont pas nécessairement bonnes. Parfois, il faut des limites, il faut des règles du jeu, il faut des régulations. Oui, et pour ça, il faut de la culture. Et visiblement, exactement, il n'en a pas assez. Ce que vous dites aussi, et là, je m'adresse aussi à l'utilisateur que vous avez été, je ne sais pas si vous l'êtes toujours, ça veut dire que Facebook, au bout d'un moment, a fabriqué ce que vous avez appelé, repris de Gloria Origini, une philosophe, la caconomique, c'est dire en gros, ça brasse tout ce qu'il y a de plus mauvais, quoi. Oui, c'est-à-dire c'est l'idée selon laquelle c'est une sorte de réseau social canapé, on regarde sur son fil d'actualité, il y a une sélection qui est faite, on ne sait pas trop comment, il y a des algorithmes, mais tout ça finalement n'est pas aussi intéressant à la limite que Google où on y va et on tape par exemple une recherche et par exemple on s'informe sur, je sais pas moi, je veux un plombier à côté de chez moi, hop, on vous sort une liste de plombiers à côté de chez vous. En tant qu'utilisateur, vous estimez que c'est le plus mauvais qui ressort? Le plus mauvais, en tout cas des choses de basse intensité, c'est pas très intéressant. Et on se rend compte qu'en fait Facebook est là pour capter notre attention plutôt que pour nous servir et être utile en fait au quotidien. Et donc ça, c'est pensé consciemment. Ça, c'est pensé consciemment. C'est vraiment un programme qui a été unité développé d'élite au sein de avec, Facebook, exactement, etc. qui avait vocation à trouver toutes les techniques possibles pour nous forcer à avoir la tête dans notre smartphone. Après, c'est bien de poser la question et merci parce que je reste un utilisateur de toutes les applications de Facebook, c'est-à-dire Facebook, WhatsApp, Instagram, parce que en tant que journaliste et citoyen, à l'heure actuelle, c'est presque un impératif social. Tout le monde est sur Facebook et donc s'en retirer, bizarrement, peut être aussi dommageable. Donc on a cette espèce de situation paradoxale où c'est très dangereux et préjudiciable sans doute pour la démocratie d'avoir des plateformes qui fonctionnent comme Facebook et dans le même temps c'est très compliqué de ne pas y être. Allez, on va vers quoi? C'est compliqué aussi de faire de la... C'est une bonne question aussi, et je pense qu'aujourd'hui, Facebook et Mark Zuckerberg fait vraiment son possible pour éviter le démantèlement. La deuxième chose, c'est... Il écoute les conseils de Bill Gates qui lui dit d'ouvrir un bureau à Washington. Exactement, et c'est d'ailleurs assez marrant parce que Bill Gates est toujours aussi une source d'inspiration, et en même temps, on voit que Bill Gates a réussi à préserver les intérêts de Microsoft, et aujourd'hui encore, les PC sont équipés majoritairement de Windows. Donc je pense que Mark Zuckerberg, de la même manière, se dit, il faut que Facebook reste, je vais trouver, et je vais me battre et faire mon possible pour que ça reste. Est-ce qu'il a peur en ce moment? Je ne crois pas qu'il ait peur, je crois qu'il est combatif. C'est quelqu'un qui est très combatif. Et d'ailleurs, on le voit encore. C'est pas un risque pour vous? On risque pas d'aller vers démantèlement? Si, il risque, mais je pense qu'il est combatif et il est en train de consolider, par exemple, technologiquement l'intégration de toutes les solutions de son entreprise. Il vient de changer le logo de Facebook pour montrer que tout était lié, tout était solidaire. Je pense aussi qu'il essaie de s'appuyer sur la Chine, qui présente une menace géopolitique et économique pour les États-Unis, pour dire attention, avant de démanteler Facebook, pensez bien aux autres géants qui, de l'autre côté du Pacifique, sont en train de se préparer côté chinois. D'où le fait qu'il apprend un peu le mandarin, même si sa femme est plutôt d'origine vietnamienne. Il apprend le mandarin. Alors, ce qui est intéressant,
c'est qu'au départ, il a pris le mandarin pour essayer de conquérir le marché chinois, quitte à faire fi des questions de liberté d'expression, puisqu'on sait que, évidemment, l'expression est très contrôlée en fait en Chine. Aujourd'hui, vu qu'il a compris que la Chine bloquait systématiquement Facebook quand elle souhaitait s'implanter, il se dit, non, Facebook doit être la réponse à la vision chinoise de l'information. Vous y croyez à ses promesses quand il dit qu'il va améliorer les algorithmes pour faire remonter le meilleur au lieu du plus mauvais ? Et ce que j'y crois, c'est... En fait, je pense qu'effectivement, il y a eu des efforts qui ont été faits. Mais je pense que tant que Facebook aura ce modèle économique qui repose sur des incitations à l'amplification du message... Non, mais vous dites que c'est fini, ça, qu'il va offrir 50 millions d'heures aux abonnés. Donc, il a temporisé. Il a temporisé. Mais c'est comme une question de malbouffe. C'est-à-dire, si Coca-Cola vous dit on va lancer des Coca-Cola un peu light, ça reste du Coca-Cola. Ouais. Donc, en fait, oui, il a essayé de mettre un tout petit peu d'eau dans son vin et de ménager un petit peu le temps d'utilisation de ces solutions. Mais si on regarde de très loin et de très près, les affaires vont bien, les utilisateurs sont plus que jamais présents. Donc, on ne peut pas dire que les incitations à l'amplification de messages négatifs ont disparu. Dernière question, il va encore énerver les administrations américaines et autres avec sa crypto-monnaie, le Libra? Je pense qu'il n'a pas du tout dit son dernier mot et que, par exemple, le Financial Times parlait au passé presque de la Libra. Exactement. Ah ouais. Je pense que la Libra n'a pas dit son dernier mot. À Genève, les discussions vont bon train pour continuer de trouver des solutions avec les régulateurs. Et Mark Zuckerberg a bien dit aux régulateurs américains que ce qui comptait pour lui, c'était le dollar. Donc c'est une façon aussi de se dire, face à la guerre que nous menons avec la Chine, guerre commerciale, le Libra peut être un des atouts à l'arc, en fait, entre guillemets, de la diplomatie américaine. Donc non, Mark Zuckerberg n'a pas dit son dernier mot. Merci beaucoup, Julien Lebaud, pour votre livre et vos réponses. L'entretien de l'intelligence économique, eh bien, c'est terminé. Mais évidemment, vous pouvez retrouver cette émission sur france24.com. Au revoir.